Sérendipité, 5 syllabes pour un terme, sérendipité donc, qui semble aujourd'hui omniprésent sur Internet, dans les moteurs de recherche et également en sciences. Le terme est récent, il n'apparaît dans le dictionnaire qu'en 2011 et selon le Robert, la sérendipité, c'est la capacité, l'aptitude à faire une découverte inattendue et à en saisir l'utilité scientifique ou pratique. Ce terme a pourtant une histoire bien plus ancienne que nous allons évoquer aujourd'hui avec Sylvie Catelin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'université de Versailles-Saint-Quentin et vous avez publié en 2014 Sérendipité du conte au concept aux éditions du Seuil. C'est un livre riche où il est question de contes persans, de romans policiers, de Voltaire, d'épistémologie, de psychanalyse et aussi de science. Principalement, c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui dans cette émission. Donc le mot sérendipité apparaît au XVIIIe siècle chez un auteur anglais. Qui est ce monsieur ? Alors c'est Horace Walpole, le troisième fils du premier ministre britannique, Robert Walpole, qui est un écrivain, un esthète, un dandy avant la lettre, qui aimait bien inventer des mots, s'occuper de châteaux, précurseur du roman gothique, et donc un personnage très versé dans l'imagination et qui soutient que l'imagination joue un très grand rôle dans l'invention. Et il forge le mot sérendipité, d'ailleurs, dans une lettre qu'il écrit à son ami Horace Mann, qui était à la cour de Florence, un diplomate en poste à la cour de Florence. Il met en rapport, si vous voulez, sa propre faculté de découvrir à lui et ce conte qu'il a lu dans sa jeunesse. Des princes de Sérendip, voilà, donc, un conte persan. Voyage et aventure des trois princes de Sérendip. Et il forge cette définition à ce moment-là, l'art de découvrir par hasard et sagacité des choses que l'on ne cherchait pas. Et il met ça en rapport avec le conte. Et il dit à son ami, il écrit à son ami que le conte permettra de comprendre beaucoup mieux le mot que sa propre définition. Donc le terme apparaît au XVIIIe siècle et puis il disparaît ensuite. Oui, il disparaît, mais le conte lui-même est arrivé sous les yeux de Voltaire, à peu près à la même époque. Voltaire écrit Zadig ou la destinée en 1748. Walpole forge le mot en 1754, donc vous voyez, c'est vraiment presque au même moment. Si le mot inventé par Walpole ne ressurgit qu'à la fin du XIXe siècle, parce que sa correspondance vient d'être publiée, donc ce sont des érudits, des bibliophiles qui redéterrent le mot. En revanche, le conte de Voltaire, lui, a été diffusé très largement, en dehors même des frontières européennes. Et il a inspiré plus ou moins les romans policiers, puisque Zadig mène une enquête. C'est un prototype du récit d'enquête. En fait, le conte originel est un prototype du récit d'enquête. À partir des indices, le recueil d'indices. On reconstitue un animal entier à partir des traces qu'il a laissées derrière lui et qui sont prises comme indices. Et c'est là qu'on arrive aux sciences, puisque oui. Au XIXe siècle, la paléontologie va utiliser, je crois que c'est le terme d'Huxley, cette méthode de Zadig. Voilà, exactement. Huxley parle de la méthode de Zadig et il dit que c'est le fondement, un des fondements de la paléontologie. Mais vous avez également Freud, qui l'attention aux indices, aux lapsus, aux actes manqués, remonter des effets aux causes par la psychanalyse. Tout ça participe de la même démarche, que d'ailleurs l'historien Carlo Ginzburg a appelé le paradigme indiciaire, le modèle indiciaire apparu justement dans les sciences humaines au XIXe siècle. Et également en histoire de l'art, toute science historique finalement. Donc ce mot, il est intéressant parce que il réunit finalement la subjectivité, l'intuition, l'imagination, sans l'opposer au raisonnement, sans l'opposer à la raison. Et à mon avis, c'est une des raisons qui font que justement le mot s'est popularisé au XXe siècle. Alors au XXe siècle précisément, est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de découvertes sérendipiennes dans l'histoire des sciences ? Oui, alors il y a la découverte des rayons X. Ce qui est intéressant, c'est de voir que il y a beaucoup de scientifiques qui décrivent la sérendipité sans connaître le mot, qui décrivent le processus. C'est-à-dire, c'est dans les champs de l'observation. D'ailleurs, on observe quelque chose de bizarre, d'inattendu, de contraire aux attentes. Il faut donc un esprit curieux, il faut donc un esprit sensible, réceptif à l'inattendu.
et donc imaginer une interprétation pertinente de ce fait surprenant. Et donc vous avez Pasteur, vous avez Claude Bernard qui décrivent très très précisément ce processus. Dans l'introduction de la médecine expérimentale de Claude Bernard, vous trouvez beaucoup de passages où il parle de ça justement, de l'idée qui permet qu'il faut interpréter, le phénomène bizarre qu'il faut interpréter. Et vous avez ce grand biologiste darwiniste Thomas Huxley également qui parle de la méthode de Zadig et qui dit que c'est la méthode en sciences, c'est le fondement de la paléontologie, si vous voulez, des sciences historiques. Il y a le raisonnement par abduction chez le philosophe américain Charles Sanders Peirce. Vous avez également le raisonnement qui consiste à s'appuyer sur des indices pour reconstituer, à partir d'une mâchoire, les chaînes par exemple, causales, reconstruire, comme le font les paléontologues, un animal entier, comme dans le conte de Zadig. Donc vous avez ça, mais le mot sérendipité n'est pas connu, puisque on l'a pas. Il va être déterré en fait à la fin du XIXe siècle par des collectionneurs anglais, des bibliophiles, des érudits, et puis le mot va suivre une trajectoire alors totalement inattendue lui aussi. C'est qu'il arrive sous les yeux d'un grand physiologiste américain, Walter Cannon, qui est professeur à la faculté de médecine de Harvard. Et Walter Cannon, d'ailleurs c'était devenu un mot de passe à Harvard, paraît-il. Chez les médecins, serendipity. Cannon, dans son autobiographie, The Ways of an Investigator, les chemins d'un enquêteur, parle justement d'une découverte qu'il a faite comme ça. Il s'intéressait beaucoup aux émotions et au stress. Et il avait remarqué qu'un certain nombre de facteurs qui a priori n'étaient pas corrélés, l'augmentation du rythme cardiaque, la sécrétion d'adrénaline, le sucre, l'augmentation du sucre dans le sang, tout ça. Et il raconte qu'une nuit, en repensant à tous ces facteurs, l'idée l'a vraiment traversé que c'était des choses qui se produisaient dans le corps humain et qui permettaient justement au corps de faire un effort supérieur pour combattre ou fuir, etc. Et il avait découvert la neurobiologie du stress. Mais donc, Cannon met également en évidence que c'est pas le hasard seulement, bien sûr. Il faut aussi que le chercheur soit préparé. Il faut qu'il ait lu des choses, que son esprit soit préparé à cette découverte. Si vous voulez. Le hasard, il est partout. Vous sortez de chez vous, dans la rue, il y a du hasard. Mais si ça ne vous surprend pas, ou si votre attention n'est pas attirée par le fait ou l'événement inattendu, vous voyez rien, vous passez complètement à côté. Donc si vous voulez, ce qui est important, c'est pas tellement le hasard, c'est la surprise. Et ça peut être à la suite d'une erreur qui a été commise dans une expérience, ça peut être en lisant un article, vous mettez des choses en rapport, des connexions, des choses comme ça, qui vous surprennent, vous y prêtez attention, et là, vous vous dites, tiens, il y a quelque chose, et c'est là que votre esprit est en éveil et qu'émerge peut-être une hypothèse qui va vous permettre d'expliquer. Alors vous évoquiez Walter Cannon, justement, je vais citer un extrait de son autobiographie que vous évoquiez. Il écrit, Walter Cannon, « La sérendipité n'est pas une expérience qui peut arriver à n'importe qui. Exactement. Il faut un savoir, un ensemble de connaissances conscientes et non conscientes qui sont sollicitées par des faits ou des événements imprévus. » Ce que je trouve fascinant de cette citation, c'est l'insistance sur des connaissances non conscientes. Quel est le rôle de l'inconscient, justement, dans la découverte scientifique ? Il y a une part d'inconscient parce qu'il y a toute une histoire personnelle aussi qui peut participer à la découverte. Mais vous avez aussi, par exemple, sur le plan théorique, Poincaré qui met donc le mathématicien qui développe, qui insiste sur le rôle de l'inconscient, par exemple dans la découverte mathématique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il réfléchit à sa propre manière de découvrir. En l'occurrence, c'était les fonctions fuchsiennes. Si vous voulez, Poincaré met en avant donc le rôle de l'inconscient dans la découverte mathématique, mais il fait une découverte sur sa propre manière de découvrir. Donc, il met en évidence aussi ce phénomène de réflexivité, bien évidemment, qu'il y a aussi dans le processus de découverte. Vous avez aussi Fleming, la découverte de la pénicilline, qui est quand Fleming rentre de vacances, il avait laissé traîner sa culture de staphylocoque sur sa paillasse et
Et bon, on ne sait pas, peut-être qu'il y a eu un courant d'air, une moisissure est rentrée par la fenêtre. Toujours est-il qu'il regarde sa culture et il est surpris, il est intrigué parce que toute la culture de staphylocoque est détruite par une moisissure qui était en contact. Et donc voilà, que font les bactériologistes dans un cas semblable? Ils jettent la culture. Lui, il ne l'a pas jetée. Il y avait justement... il était persuadé qu'on pouvait... il pensait qu'on pouvait trouver un moyen de détruire les microbes autrement que par les vaccins ou les sérums et qu'il y avait des substances naturelles qui pouvaient détruire les microbes in vivo. Et donc, tout ça était derrière, bien évidemment. Quand il voit ça, il prend conscience qu'il y a quelque chose là d'important. Et bon, ça va donner lieu ensuite à des travaux avec d'autres chercheurs d'ailleurs, hein, puisqu'il n'est pas tout seul à avoir travaillé là-dessus. Mais bon, il y a des choses qu'on a oubliées, qui ressurgissent à ce moment-là, si vous voulez. Hein. C'est pour ça qu'on parle de... Alors ça peut être l'inconscient freudien, mais ça peut être aussi le non-conscient des sciences cognitives. Hein. Alors, on insiste souvent dans l'idée de sérendipité sur l'attention au hasard aléatoire, mais ce que vous soutenez, c'est qu'il y a deux piliers. Il faut le hasard, l'attention au hasard, mais il faut aussi la sagacité. Mais justement, c'est ça, c'est cette faculté de raisonnement. La sagacité, c'est le raisonnement, ça ne s'oppose pas à l'imagination. C'est ça qui est intéressant dans la sérendipité. C'est d'ailleurs pour ça, à mon sens, que le mot a eu un tel succès. C'est-à-dire que la sérendipité met bien en évidence qu'il y a une part d'imagination et une part de raisonnement. Et elle ne les oppose pas. Il y a la subjectivité, il y a l'intuition, toutes choses qui font que... ça collabore, si vous voulez. Ça collabore avec de l'inconscient, ça collabore avec des connaissances, ça collabore avec des choses totalement inattendues. Et là, le mot agrège toutes ces notions, si vous voulez. Et ça déborde même de la science. Hein. C'est des découvertes de tous les jours, c'est même des découvertes en sciences, en technique, en art. Ça peut être aussi un processus qui fait que vous découvrez quelque chose pour vous dans votre vie quotidienne, en bricolant même, vous voyez, des choses comme ça. Mais en science, c'est vrai que c'est plutôt des grandes découvertes qu'on va mettre en avant, quoi. Vous avez évoqué les arts. Pour vous, l'activité de recherche scientifique est comparable à la création littéraire, artistique? Mais toute cette partie de la recherche scientifique qui mène à la découverte est effectivement tout à fait comparable à la créativité en art, puisque c'est... Si vous voulez, la science, c'est un art de la découverte aussi, quelque part. Hein. En art, les artistes ne s'arrêtent pas à la découverte. Ils vont plutôt chercher à en tirer parti, si vous voulez. C'est un petit peu différent. C'est comme les sciences, dans les sciences de l'ingénieur, quand on parle de la découverte, l'invention du velcro, il a fallu en même temps découvrir les petits crochets élastiques de la bardane. Hein. L'histoire, c'est Georges de Mestral, un ingénieur suisse qui aime les randonnées et qui randonne très souvent avec son chien en montagne. Et il en a marre à chaque fois de retour de ses randonnées d'enlever les petites boules de bardane qui se sont accrochées aussi bien à ses vêtements qu'au pelage de son chien. Et puis il décide d'en avoir le cœur net. Il veut comprendre pourquoi. Il les observe au microscope et là il découvre qu'il y a des petits crochets élastiques qui s'accrochent au tissu dès qu'on les met en contact. Et dès qu'on les décroche, ils reprennent leur forme initiale. Et donc voilà, ça lui donne l'idée par association de la fermeture du velcro. Il va déposer un brevet et on connaît le succès de l'invention. Donc là encore, c'est l'équilibre entre attention au hasard et sagacité pour développer... Il n'y a pas vraiment de hasard là. Enfin, il fait des randonnées. Curiosité. Oui, c'est plutôt la curiosité, c'est la surprise, c'est l'envie de... C'est la libido siendi, on pourrait dire. Hein. C'est l'envie de savoir, le désir de savoir. Alors, les scientifiques sont bien conscients en général du rôle du hasard, de l'intuition, voire de l'illumination, même ou des obsessions dans leur travail. Pourtant, lorsqu'ils écrivent, lorsqu'ils publient leurs articles, tout cela a disparu. L'article est devenu quelque chose de très froid. François Jacob, le prix Nobel de physiologie et de médecine, a écrit dans ses mémoires, La statue intérieure, qu'un article scientifique, c'est un petit peu comme si on écrivait l'histoire d'une guerre à partir des seuls communiqués d'état-major. C'est devenu très... Alors, est-ce que c'est inévitable? Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre moyen de raconter la science en train de se faire, de
raconter les sciences en intégrant toute la part humaine. C'est les contraintes de la publication qui font ça, c'est le fait qu'il faut que l'expérience soit reproductible, donc qu'il faut qu'elle soit décrite de manière très très objective, mais en même temps, c'est pas que toute l'historique est gommée, quoi, du coup, et c'est vraiment dommage, quoi, parce que c'est important aussi, ne serait-ce que pour communiquer l'intérêt et la motivation pour la science, de raconter comment on découvre, hein. L'histoire des sciences est fondamentale à ce niveau-là. Mais dans les articles scientifiques, c'est vrai que c'est vraiment dommage. Toute subjectivité est gommée. Tous les indices de sérendipité, a fortiori, sont totalement invisibles et masqués, quoi, si vous voulez. Comment est-ce que vous expliquez le succès du concept de sérendipité parmi les scientifiques au XXe siècle, après cette éclipse du XIXe, où c'est devenu presque un concept de chineur, de collectionneur, qui va dans les brocantes et qui a une bonne idée. Et ça arrive chez les scientifiques. Pourquoi ? Écoutez, moi j'ai rattaché ça à la publication d'un article sur Fleming, où Fleming était interrogé. C'était à l'occasion de la création d'un centre scientifique en Arizona, je crois, mais peut-être que je me trompe. C'est un article à la une du New York Times, le 4 jour de l'indépendance, 4 juillet 1949, donc après-guerre, en plein dans le débat sur la politique scientifique américaine, puisque avant la guerre, hein, les chercheurs étaient plus ou moins isolés. Et là, on a fait des regroupements très importants avec des moyens colossaux. Bon, il y a eu toute la recherche sur la bombe atomique, et pas seulement, hein, tout le matériel de guerre, tout ça. Et à ce moment-là, donc les politiques américains s'aperçoivent qu'il faut, ils veulent contrôler, ils veulent financer la recherche, mais en même temps la contrôler, lui donner des buts prédéfinis, il faut répondre à la demande sociale, etc. Or, les scientifiques mettent en alerte les politiques, il y a des débats très très nombreux, et puis finalement ils aboutissent à un compromis, mais le fait est que dans la science, on ne peut pas programmer, c'est ce que dit Fleming, on ne peut pas programmer la science au même titre qu'on ne peut pas programmer la littérature, on ne peut pas programmer l'art. Et qu'il y a des choses qui apparaissent au cours d'une recherche qui sont surprenantes, et il parle du hasard. Et c'est là que le hasard prend toute son importance, parce qu'effectivement, le hasard, c'est l'imprévisible. Et donc, il y a toute une partie de la recherche qui est imprévisible. Et ça rentre complètement en opposition avec le désir constant actuellement de tout programmer, de tout contrôler, si vous voulez. Hein. On lance des programmes de recherche et on dit, voilà, on vous dit ce que vous devez trouver. Donc, c'est totalement absurde. Enfin, on ne peut pas savoir. Une découverte, c'est ce qu'on ne connaissait pas, hein, c'est l'inconnu. On ne peut pas lancer une recherche et dire ce qu'on va découvrir. La recherche ne peut pas déterminer ce qu'elle cherche, absolument. C'est pourtant ce que croient faire les politiques actuelles de l'administration de la recherche française à travers les appels d'offres. Ils le savent plus ou moins, mais ils sont pris dans une logique de gestionnaire, de rentabilité, de court-termisme, de productivisme, qui fait que tout ça est finalement... on passe un temps fou à remplir des appels d'offres qui finalement nous bouffent du temps, quoi. C'est du temps qu'on ne consacre pas à la recherche. Mais si on dit à l'avance quel résultat on va avoir, c'est qu'on a déjà fait la recherche avant. Enfin, c'est évident. Et comment faire, donc les scientifiques jonglent avec plusieurs appels d'offres. Enfin, bon, c'est dommage. Qu'est-ce que vous me proposeriez pour entretenir une attitude favorable à la sérendipité ? On en a discuté justement avec des chercheurs, des biologistes au cours de journées d'études, de rencontres, etc. Et il y aurait une chose à faire, c'est d'introduire une clause de sérendipité dans les contrats de recherche. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, voilà, vous signez un contrat, il y a des objectifs prédéfinis, il y a des moyens, il y a un calendrier, etc., etc. Et puis, si vous découvrez en cours de chemin quelque chose de bizarre, d'inattendu, et que vous pensez que c'est porteur, parce que bien évidemment, mais il faut le justifier. Mais tout ça pourrait donner lieu justement à une clause de sérendipité dans les contrats. Si vous découvrez en cours de recherche quelque chose d'inattendu qui pourrait être intéressant à explorer, une piste à poursuivre, voilà, vous auriez la possibilité de le faire, quoi, sous certaines conditions. Mais voilà une suggestion pour la ministre de la Recherche. J'espère qu'elle aura suivi cette émission. Sylvie Cattelin, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et à bientôt sur Mediapart pour une prochaine édition de Science Friction.